fait, les dividendes de la production d'énergie, puisque ça rapporte l'énergie, vont servir à développer d'autres projets. Comment aujourd'hui on doit arriver à un système descendant et remontant de politique publique pour arriver jusqu'à ces collectifs citoyens? Le forum, c'est la voix de la société civile pour le développement durable. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour ce troisième et dernier webinaire de la saison. Aujourd'hui, une question essentielle, comment relier l'action locale à l'ambition globale, comment coordonner les agendas nationaux et globaux, et enfin comment embarquer les populations, y compris les plus fragilisées. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce webinaire est de réfléchir ensemble à la façon dont les actions locales peuvent devenir une force au service des villes. Je suis Diallo Adamadian, ingénieur d'études chargé du suivi du programme Urbanisme en francophonie, lequel est piloté par l'AIMF. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre de la 7e saison de Table Ronde, que nous avons le plaisir de poursuivre ensemble. Cette initiative vise à créer un espace d'échange et de réflexion autour de grands enjeux urbains qui traversent les villes francophones, et plus particulièrement cette année autour de la question cruciale des changements climatiques. Cette table ronde est organisée à l'initiative de l'AIMF, réseau qui fédère plus de 300 villes et associations de villes de l'espace francophone, en partenariat avec l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, le réseau APIRO, Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, et enfin le laboratoire de géoarchitecture de l'Université de Bretagne occidentale, situé à Brest. Je remercie l'ensemble des membres du comité qui travaillent avec nous à la réalisation de cette table ronde, Monsieur Frédéric Vallier, Monsieur Jean Yango, Monsieur Lionel Prigent, Monsieur Alain Bourdin, Madame Christiane Blanco, Madame Christine Auclair, Monsieur Luc Nakadja, Monsieur Sylvain Allemand et enfin Monsieur William Gouzien. Chaque webinaire dure 1h15, comprenant une courte introduction de ma part. Nous poursuivrons comme pour le webinaire précédent avec la présentation d'un poster intitulé Vivre la ville 2050, se rencontrer et se déplacer en été sur la trame rose par Valentine Jouan, Louane Bonnefond, Olga Boutet, Arthur Gabory et Gaspard Fink de l'École d'urbanisme de Paris. Tout au long de cet échange, vous pourrez poser vos questions via l'onglet Questions-réponses en bas de votre écran et M. Sylvain Allemand, animateur de ce webinaire, se chargera de les transmettre à nos panélistes. Enfin, M. Jeannot Melker-Kadja, urbaniste, doctorant en développement urbain, proposera une synthèse de ces échanges. Pour rester informé de toute l'actualité, n'hésitez pas à rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur Facebook et sur LinkedIn et découvrons sans plus attendre le poster en question qui met en avant la place de la nature en ville, la piétonisation et la question de mise en réseau des différents points de chaleur en ville. Merci encore pour votre participation et votre fidélité à ces rendez-vous et je vous souhaite un excellent webinaire à tous et à toutes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir dans ce webinaire et merci à la MIMF de nous donner l'opportunité de redévelopper notre projet de Tram Rose. Donc, nous sommes une équipe de 4 étudiantes et étudiants de l'École d'urbanisme de Paris qui avons participé au concours du 19e sommet de la francophonie qui posait la question de quelle forme prendront les villes en 2050. Et donc, pour répondre à cette question, nous avons d'abord établi un constat sur la manière aujourd'hui dont nous développons nos espaces publics en montrant que d'un point de vue de la végétalisation, nous développons en des points précis la nature en ville, mais que celle-ci a encore un développement assez indépendant puisque les villes possèdent dans le cas parisien, des rues aux écoles à certains endroits, des piétonisations à certains endroits, des projets de vélorues dans d'autres. Et nous cherchons à questionner de comment peut-on mettre en réseau l'ensemble de ces points de fraîcheur dans la ville. C'est ainsi que nous avons proposé le projet de la Trame Rose. Donc la Trame Rose s'inscrit dans la continuité des politiques déjà engagées en termes de végétalisation ou de points de fraîcheur dans la ville. Mais nous cherchons à mailler tout un réseau pour mettre en lien ces points-là. Puisque nous pensons de la même manière que les continuités écologiques de trames vertes, bleues, brunes, blanches ou encore d'autres, qu'il est important par rapport à l'évolution des climats urbains de penser une continuité pour les usagères et usagers et habitantes et habitants des villes, d'avoir une continuité écologique, sociale, culturelle et de mobilité. Et finalement, notre projet de Trame Rose considère la continuité, la convivialité, les usages, la marchabilité, la co-construction et la fraîcheur. Et ce sont c'est à partir de tous ces items que nous avons construit ce poster, donc notre rendu pour l'appel à projet.
qui présente à la fois, voilà, dans la globalité, le contexte dans lequel on parle, toutes ces différents items et donc les valeurs aussi de la trame rose, ainsi que, nous le verrons ensuite, mais des préfigurations que nous avons voulu construire à partir notamment d'exemples concrets qui existent dans d'autres villes et qui sont des sources d'inspiration pour ce projet, dans aussi l'idée de partage d'expérience. Et donc la trame rose, vraiment, l'importance de la trame rose, c'est aussi qu'elle soit désirable et acceptable par les habitants, les habitantes, les usagères et les usagers, puisque à notre sens, enfin, l'adaptation des villes se fait avec, pour et par les habitants, habitantes, usagers, usagères. L'important, c'est vraiment d'emporter tout ce monde, de ne pas imposer. Et donc voilà, pour arriver finalement à cette adaptation des territoires qui soit désirable et acceptable par tous. Donc voici le travail de préfiguration qu'on a réalisé pour cet appel à projet. Donc on a voulu travailler plusieurs types de voiries, plusieurs tailles d'artères parisiennes, donc notre cas d'étude, à la fois le boulevard Haussmann, la rue du Louvre et les abords du canal Saint-Martin, en intégrant à chaque fois tous ces éléments et ces items et ces valeurs de la trame rose. Et aujourd'hui, nous sommes dans une seconde phase de ce projet puisque on travaille en lien avec des acteurs et des actrices de l'aménagement des territoires dans l'objectif de concrétiser un peu ce projet, de réaliser des études de préfiguration plus poussées. Et pour cela, nous remercions grandement une nouvelle fois l'AIMF pour l'opportunité et pour la mise en valeur de notre projet. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions, étudiants de l'école d'urbanisme, pour votre contribution. Alors, je rassure les webinaires qui n'ont pas pu lire attentivement les textes qui constituent votre poster, mais bien évidemment, celui-ci est disponible, n'est-ce pas, Adama, sur le site de l'urbanisme en francophonie. Il s'agissait juste de donner un aperçu de votre précieux travail. On aurait pu organiser toute la discussion qui va suivre sur cette base. Nous y reviendrons sans doute, mais ce que nous avons pris un autre parti, c'est d'enrichir la réflexion que vous avez engagée, des retours d'expérience de nos panélistes qui ont l'intérêt de constituer un panel très divers, hein. Ils sont d'horizons disciplinaires, professionnels très divers. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à mesure que je les présenterai, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils rentrent dans la problématique de l'articulation des échelles locales, nationales et internationales au prisme des problématiques énergétiques, hein. Première illustration, avec vous, comment Syria Emelianov. Donc, on quitte Paris pour vous retrouver dans l'ouest de la France, à Rennes précisément. Vous êtes géographe, Syria Emelianov, professeur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme à l'université Rennes 2. Et ce sur quoi je voulais vous inviter à témoigner, c'est sur ces communautés énergétiques locales sur lesquelles vous portez votre attention. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce que ça recouvre exactement en prenant éventuellement des exemples concrets? Par avance, merci, Syria. Merci et bonjour à tous. Oui, ces communautés énergétiques sont apparues en Europe et en France assez récemment. Ce sont des collectifs citoyens, en fait, qui vont s'organiser pour financer principalement et ensuite faire installer et gérer avec une gouvernance partagée des énergies renouvelables, donc principalement des parcs éoliens citoyens, des centrales photovoltaïques, mais ça peut s'étendre aussi à de la micro-hydraulique ou de la chaleur. Ce sont des projets locaux qui intègrent parfois des acteurs privés comme des agriculteurs qui peuvent être actionnaires des parcs éoliens et de plus en plus des acteurs publics locaux, territoriaux, donc des intercommunalités, des communes, des départements, parfois quelques capitaux régionaux, mais c'est minoritaire par rapport à l'épargne citoyenne. Alors, ce qui va caractériser ces communautés énergétiques, ces collectifs, c'est un principe de lucrativité qui est limité, c'est-à-dire que en fait, les dividendes de la production d'énergie, puisque ça rapporte l'énergie,
vont servir à développer d'autres projets d'énergie renouvelable sur le territoire ou parfois d'autres initiatives de transition socio-écologique. On peut prendre l'exemple du premier parc éolien citoyen en France, à Redon, pas trop loin de Nantes. Eh bien, les dividendes du parc permettent de financer un parc de voitures partagées, une maison pour les migrants, des actions de sensibilisation à la sobriété énergétique. Donc, on sort aussi du champ de l'énergie pour en fait avoir un phénomène de redistribution et d'appui à des initiatives de transition socio-écologique. Donc ces profits, on va dire, ne vont pas dans la poche des grands opérateurs énergétiques nationaux ou internationaux, mais sont redistribués vers le territoire. Mhm. Alors, Alors, ces si vous le communautés, permettez, oui. je renvoie, mais vous pouvez y revenir bien évidemment, à un article très important que vous avez d'ailleurs écrit pour l'AIMF, qui s'intitule Stop, repenser les trajectoires de transition par le bas. La formule est importante, urbanisme et francophonie, et où vous revenez notamment sur deux exemples auxquels vous vous êtes intéressé, l'un à Lorient et l'autre à Arnhem, et ce qui prouve la diversité des contextes qui sont susceptibles de porter ce type d'initiative. Oui, oui, on trouve à peu près 9000 collectifs citoyens en Europe, en France 360, dans le Grand Ouest 80. Et effectivement, ces initiatives ne se contentent pas d'autofinancer des installations. Par exemple, pour le parc éolien de Redon, il a fallu trouver 2 millions d'euros d'épargne citoyenne, donc c'est du lourd, Mhm. c'est pas anecdotique. Mais ces acteurs vont également mettre en place des outils nationaux pour se déployer et déployer le mouvement des énergies Voilà. citoyennes. Et ça, c'est le lien local global est là, puisqu'on est sur cette séance. Je voulais souligner que ces collectifs ne sont pas des timbres-poste qui fonctionnent de manière isolée. Ils sont liés entre eux. Ils ont mis en place des outils nationaux. Alors, par exemple, en France, Énergie partagée a été fondée. C'est une association qui lève l'épargne citoyenne à l'échelle nationale pour voilà, abonder les projets locaux citoyens qui ne trouvent pas toujours l'épargne disponible sur place. Donc ça, c'est très important. Énergie partagée. Ces initiatives collectives ont aussi permis de modifier la loi. La loi TEPCV de 2015 a eu un nouvel amendement qui qui est le résultat du lobbying de ces collectifs citoyens pour ouvrir le capital des parcs éoliens notamment aux collectivités territoriales pour qu'on puisse être actionnaire collectivement de ces installations. Et également, on peut signaler que ces collectifs fonctionnent en réseau européens, RESCOP, nationaux et régionaux. Et Mhm. ces réseaux régionaux, notamment, qui existent dans chaque région française, sont très importantes pour aider à l'émergence des groupes, pour mutualiser les connaissances, pour s'entraider et pour lever des obstacles qui immanquablement sont rencontrés par les groupes. Alors, parfois, ces outils très ingénieux sont inventés à l'échelle locale et effectivement, on peut citer le cas de Lorient, puisque Lorient, à un moment, on ne peut pas développer l'éolien à Lorient parce qu'il y a une base militaire qui interdit effectivement l'essor de l'éolien, sauf offshore. Lorient s'est orienté vers un plan de solarisation de toutes ces toitures municipales, mais quand les tarifs de rachat nationaux vont s'effondrer, ce plan de solarisation porté par la municipalité et par un groupe citoyen qui s'appelle Bretagne Énergie Citoyenne, donc une communauté énergétique, s'effondre. Et là, la municipalité a l'idée d'inventer un outil qui est une sorte de tarif de rachat local pour tout de même permettre de déployer des toitures photovoltaïques. C'est assez astucieux, mais ça fonctionne sur un principe d'auto-installation. Donc, les agents de techniciens de Lorient sont formés pour Voilà. auto-installer la centrale Mhm. photovoltaïque. Les panneaux sont financés par l'épargne citoyenne uniquement et en échange, Lorient bénéficie de l'électricité produite et donne un loyer confortable aux Mhm. citoyens qui ont acheté les panneaux photovoltaïques. Donc voilà, c'est Mhm. une petite astuce pour contrecarrer les obstacles nationaux à l'essor Tout à des fait. énergies renouvelables. Alors, C'est je c'est- vous c'est reprends intéressant.
Oui, effectivement, je vous reprends juste sur cette image du timbre-poste que vous aviez semblé récuser comme métaphore. Je trouve qu'au contraire, il faut souhaiter que ce soit des timbres-postes au sens où un timbre-poste voyage et peut trouver à se transposer dans d'autres contextes moyennant des adaptations. Ceci dit, mis à part, ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, c'est les multiples externalités, hein, la capacité de monter en généralité par une insertion dans des réseaux. Qu'en est-il des implications au plan de l'aménagement et de l'urbanisme? Oui, alors les communautés énergétiques sont un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres exemples de prise en main des questions d'aménagement, d'urbanisme. Bon, les énergies renouvelables, c'est clair, elles modifient le paysage local. Et en ce sens, c'est de l'aménagement et de l'urbanisme. Mais il existe beaucoup d'autres initiatives qui vont mobiliser l'épargne citoyenne et l'énergie des bénévoles, parce que c'est une énergie sociale, pour entrer en transition. Le paradigme derrière cela, c'est peut-être une nouvelle approche de l'économie, d'une économie citoyenne qui repose sur des investissements citoyens en temps et en euros. Voilà, une économie politique coopérative, autogérée, qui restaure des communs, qui restaure des écosystèmes, qui est capable de créer une ville régénérative. Et effectivement, dans la tribune, on donne l'exemple d'Arnhem, sur lequel on a beaucoup travaillé aux Pays-Bas, puisque c'est une opération longue, il a fallu 30 ans, mais de fil en aiguille, les habitants ont complètement végétalisé le quartier avec voilà, la municipalité qui a laissé identifier des exemples pour cette gestion de biens communs et l'environnement s'est complètement métamorphosé. Donc, on peut dire qu'on a affaire à un écoquartier en partant d'un quartier très défavorisé, c'est le Red Light District de la ville, qui s'est auto-transformé par le fait que les gens plantent avec une forme d'urbanisme à 0 euros. La municipalité aide très peu, elle aide symboliquement, elle laisse l'espace à l'action citoyenne. Et puis, à partir de cette métamorphose végétale du quartier qui est très bénéfique en termes d'îlots de fraîcheur, on a parlé de la trame rose, d'adaptation au changement climatique, d'inondation, de bien-être, de biodiversité, puisque la biodiversité a explosé dans ce quartier. À partir de là, comme les gens se rencontraient tout le temps en jardinant, ils ont eu l'idée de fonder d'autres groupes de travail. Une dizaine de groupes de travail se sont installés pour reprendre en main l'économie de voisinage, une économie de quartier pour créer des emplois locaux à destination de populations défavorisées pour voilà, développer de l'agriculture urbaine, des productions, des outils de réparation de vélos, des productions textiles locales, toute une forme En finalement somme, d'économie oui. coopérative portée par le voisinage. Tout à Oui. fait. Et en somme, c'est un levier, ces communautés énergétiques sont des leviers de développement urbain qui débordent très largement la question énergétique, qui permet aussi de traiter de la question sociale. Il sera intéressant d'entendre, s'il le souhaite, le moment venu, Bruno Bessy, qui représente ici, je parle très vite de l'État, qui observera les choses du point de vue de l'État, pour savoir comment justement les services de l'État peuvent aider à définir des dispositifs à même d'encourager, de favoriser le développement de ce type de communauté. Auparavant, si vous le voulez bien, on va partir, quitter momentanément Rennes. Vous restez avec nous, bien évidemment, Syria. On va partir à Djibouti, sans transition, pour y retrouver Rageh Abdi. Bonjour, Rageh Abdi. Est-ce que vous nous entendez? C'était bien le cas tout à l'heure au moment de la préparation de ce webinaire. Bien sûr, je vous entends très Ah, bien. parfait. Voilà. Et on retrouve votre sourire radieux, ce qui nous enchante. Rageh Abdi, vous êtes vice-président du comité technique national en charge de l'énergie, de l'électronique, de l'électrotechnique et des énergies renouvelables au sein de l'agence djiboutienne des normes. Et votre témoignage, votre expertise nous intéressait parce que, en complément de ce que vient de dire Syria Emelianov sur la mobilisation des citoyens à l'échelle locale, il était important de garder à l'esprit que cette articulation des échelles locales, globales, nationales, internationales, elle se fait aussi, qu'on le veuille ou non, par la définition de normes. Et donc, votre témoignage nous intéresse.
Déjà, pour commencer, pour savoir de quelles normes il s'agit, sur quelles normes travaillez-vous, quelles sont les normes que vous imposez aux usagers, aux industriels, à vos entreprises. Ce sont, comme on l'imagine, des normes internationales, mais que vous transposez, que vous adaptez au contexte de Djibouti. C'est bien ça, c'est bien le rôle de votre comité au sein de l'agence djiboutienne des normes. Exactement, exactement. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs et je voudrais aussi remercier les étudiants parce que j'ai un fort intérêt pour la jeunesse sur lequel je me concentre d'ailleurs et qui est le gros de mon travail. Et nous, au niveau des normes, ce qu'on fait, c'est qu'on l'adapte au contexte national. Tout simplement parce que je vais prendre un cas bien précis. À Djibouti, on a un ensoleillement qui est vraiment extraordinaire. Sur 365 jours, presque 60 jours qu'on n'a pas assez de soleil. Mais le reste, sur 360 jours, presque, on a trop d'ensoleillement. Et de là, en fait, on a une spécificité aussi. C'est que les étés se prolongent. Et face au changement climatique, on a, on a, on a entamé à s'intéresser aux panneaux solaires. Pourquoi? Et parce qu'on a cet ensoleillement. Et deuxièmement, on a adapté les normes euh, internationales au contexte national. Tout simplement par le fait que à Djibouti, pendant l'été, on a un vent des sables. Et le vent des sables diminue progressivement le niveau d'efficacité des panneaux solaires. Dans ces cas-là, les normes qu'on prend en compte, ce sont des normes vraiment spécifiques aux panneaux, au contexte national, c'est-à-dire où il y a trop d'ensoleillement, mais aussi trop de poussière. Donc en fait, on s'inspire on s'inspire de la réalité des choses pour appliquer des normes et concevoir des normes qui soient appropriées. On a des normes ISO, on a EEC, toutes ces normes-là, on l'a, mais tout en modifiant, tout en l'adaptant à l'échelle nationale et au contexte national bien précis. C'est Voilà. très important parce que Djibouti c'est un petit pays de 23 000 km² et a un taux d'ensoleillement très important. Mais à un niveau, avec les changements climatiques, on a beaucoup de poussière, on a beaucoup des étés prolongés, et ce qui fait que nous, on essaie de l'adapter souvent au... Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que cette adaptation, ce travail d'adaptation, vous le faites avec la société civile, réunie notamment, alors entre autres structures, par ce forum des associations et ONG djiboutiennes pour le développement durable, et qui a été créé récemment et qui est un interlocuteur pour vous dans la, j'allais dire, la co-construction, ou plutôt l'adaptation de ces normes pour coller au plus près des usages, des besoins, des attentes. C'est bien ça, Raguer Abdi? Exactement. En fait, le forum, c'est la voix de la société civile pour le développement durable. Et ce forum, il comprend 35 associations et ONG djiboutiennes qui sont réparties sur tout le territoire national. Ce qui fait que lorsqu'on parle du Nord ou qu'on parle du Sud, on a les prérogatives, on a les spécificités de chaque région. Et c'est ça, et c'est de là que l'énergie monte. C'est-à-dire le besoin, dès qu'il y a un besoin d'énergie solaire, d'installation des panneaux solaires, de centrales solaires, c'est la population elle-même qui participe à cet élan des vérifications, cet élan des propositions, cet élan des, comment dirais-je, des mises en lumière des attentes. Et c'est vraiment très important. D'ailleurs, moi, en tant que vice-président, je représente non seulement l'association, le forum, mais aussi l'association des consommateurs. Donc, ce qui fait que les prérogatives ou, comment dirais-je,
les orientations qui vont s'opposer à ces panneaux solaires en termes de normes seront des normes sur lesquelles moi-même, je dois participer et valider. Donc, c'est ça qui est très important. C'est Hmm. sans la société civile et sans une société civile vraiment constructive, vraiment innovante, et je pense que la conception de normes ne se passera pas. Alors, avant que vous nous disiez comment vous veillez aussi à préserver la souveraineté de votre pays en la matière, parce que vous évoquez des panneaux photovoltaïques qui sont importés, dans quelle mesure tenez-vous d'une main le recours à des technologies modernes et puis la valorisation de pratiques vernaculaires dans l'usage de l'énergie? Avant de vous laisser répondre, j'inviterai, si elle le souhaite, Syria Emelianov à réagir parce que je crois que vous avez un intérêt particulier pour Djibouti. Je vous laisserai le soin de nous rappeler et puis nous écouterons ensuite Bruno Bessi. Mais auparavant, Rageh Abdi. C'est très important. En fait, à chaque fois, les savoir-faire traditionnels est pris en compte. Et il faut savoir toujours, c'est une capitalisation des savoir-faire qui est très importante parce que la connaissance, elle vient, mais la connaissance doit aussi s'inspirer de l'autre sens du vécu. Et nous, c'est vraiment très important qu'on s'inspire. Par exemple, pour lutter les changements climatiques, on s'inspire des savoir-faire en termes de préservation d'eau. Et là, comme en termes de panneaux solaires, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'adapter, non seulement d'adapter, mais aussi de, de- de répondre aux attentes des gens en prenant en compte leurs avis. C'est très Mhm. important parce que plus on prend en compte les avis des gens et plus on essaie de répondre au mieux les attentes. Et c'est là Mhm. où se trouve l'énergie. C'est-à-dire, on a, ce qui ressort, c'est une capitalisation, c'est une expérience humaine très important qui nous enrichit au-delà de la conception des normes. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on travaille dans le milieu social ou dans ces milieux d'innovation, euh, le, le, le cadeau le plus important qu'on reçoit, c'est le sourire de l'être humain. Et c'est ça qui est très important. Donc, on, à chaque fois, c'est dans le bon sens. C'est pas dans un seul sens. Mhm. Et on essaie de l'adapter. Et nous, à Djibouti, on a, on a une transition énergétique qui est passée au tout début, on utilisait du fuel. Mhm. Mhm. Et l'électricité à Djibouti est importée d'Éthiopie. Et vous imaginez combien on Mhm. importe? Voilà. 80% de l'énergie consommée à Djibouti est importée Mhm. maintenant. Et Mhm. auparavant, là, ce qu'on a fait, c'est que on est allé vers une transition énergétique où on s'est inspiré de qu'est-ce qu'on dispose d'abord? Un ensoleillement. Mhm. Et l'ensoleillement, il faut rajouter aussi un savoir-faire. Mhm. Et les savoir-faire djiboutiens ou les étudiants djiboutiens ont été formés en France. D'ailleurs, Mhm. moi-même, j'ai été formé en Auvergne. Et je Mhm. suis un pur produit auvergnat. Et, 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 et de là, on a construit une transition qui s'inspirait du Mhm. moyen dont on dispose vers le moyen où on veut y aller. On a un capital humain, on a de l'énergie solaire, on met en place un terme et ça nous permet de créer d'aller vers une indépendance énergétique très importante. Mhm. Et à travers cette autoconsommation, puisque c'est de cela qu'il s'agit à travers l'installation de panneaux photovoltaïques, vous permettez aussi, là encore, d'articuler la question sociale à la question énergétique, au sens où ça permet à des populations comment, de gagner des ressources financières et comment, de faire face à la cherté de l'électricité. En un mot, Seria Emelianov, sauf à m'être trompé, je crois que vous souhaitiez partager quelque chose au sujet de Djibouti. Et ensuite, on écoutera Bruno Bessi, que je remercie déjà pour sa patience.
On avait discuté un peu informellement de Djibouti parce qu'on a eu effectivement un docteur qui a fait sa thèse sur l'accès à l'énergie à Djibouti, accès à l'énergie qui effectivement dépend beaucoup des CSP, des classes sociales. Et les modes de vie, les modes de consommation, la sobriété dépend énormément des classes sociales à Djibouti, mais comme partout ailleurs, hein, finalement. On trouve effectivement des gisements de savoir écologiques, de pratiques vernaculaires dans certains milieux, fortement sous contrainte. Souvent, c'est pas un choix, donc on est obligé de voilà mutualiser un frigo, par exemple, avec des contraintes parfois lourdes, non accès à l'électricité pour faire des devoirs le soir, etc. Effectivement, je pense que cette question des pratiques vernaculaires, des pratiques de sobriété, elle doit être posée, mais sans la désolidariser de la question des classes sociales, certaines consommant énormément plus que d'autres et d'autres n'ayant pas un accès minimum à l'électricité, ce qui après crée des problèmes d'échec scolaire, par exemple. Mm. Donc, c'est une question qui est obligatoirement sociale, la question de l'accès à l'énergie. Ça, je voulais le souligner. Mm. Merci, merci. On reviendra à vous. Si vous le voulez bien, Je voudrais rajouter, Oui, allez-y, Gayabri. un point très important, c'est que l'électricité coûte trop cher à Djibouti. Mhm. Mhm. Et cela impacte le coût de la vie des gens. Donc, Oui. le fait d'installer, de mettre en place un projet d'autoconsommation solaire, ça permet non seulement de diminuer les coûts, mais ça permet aussi d'investir sur les capitales Mhm. humains tels que la scolarité des enfants. Et là, aujourd'hui même, et là je sors et je dois reprendre tout à l'heure, à la fin de ce webinaire, un atelier de 2 jours qui est consacré à l'autoconsommation solaire et en termes de normes et des appels d'offres qui relient entre les entreprises solaires qui interviennent dans le solaire et les dispositions légales. D'ailleurs, on a supprimé la TVA qui était à 25%. Là, on a supprimé 15% et elle est revenue à 10%. Donc, ce qui fait que, et on va réunir bientôt aussi les banques pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place des produits axés sur l'énergie solaire. C'est très Mhm. important parce que Mhm. 70% ou 40% du revenu moyen est consacré à l'électricité. Donc, cette augmentation fera en sorte qu'on pourra diminuer le coût et investir Mhm. autrement tout en préservant l'environnement. Et c'est ça qui est très important. On voit au passage, et on va écouter ensuite Bruno Bessi, on voit au passage la diversité des parties prenantes. Vous venez de citer les banques. On aurait pu citer aussi l'AFD, l'Agence française pour le développement que vous évoquiez dans les entretiens préparatoires, et d'autres organismes. Donc cette articulation des échelles, elle se fait grâce à un alignement des acteurs locaux, nationaux, internationaux, publics, privés. Et je crois que c'était important de le dire. Et je Là, pense là, que Là, oui, Rachel, oui. excusez-moi de vous couper, et l'AFD est très important. Mhm. L'AFD est très important. L'Union européenne aussi, parce que l'Union européenne, c'est celle qui a mis en place ces forums. L'AFD, elle intervient dans la désalinisation de l'eau de mer pour qu'il puisse y avoir de l'eau potable et face au changement climatique. Le panneau solaire, il y a l'AFD, mais derrière, il y a aussi le PNUD. Et nous, en fait, on essaie de rassembler l'ensemble des partenaires et d'expertises différents pour qu'on puisse aller vers une transition énergétique très importante parce que le temps passe vite et il faudra agir pour Mhm. protéger non seulement Mhm. l'être humain, mais aussi pour préserver l'environnement dans lequel on vit. Alors, j'imagine, Bruno Bessy, que ce que vous venez d'entendre à l'instant et ce qui a précédé doit vous combler, puisque vous êtes conseiller ville durable et international à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages des ministères territoire, écologie et logement.
Et si ça vous comble, c'est que dans les entretiens préparatoires, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur à dire, et je vous laisserai le soin de le dire mieux que je ne vais le faire, à savoir le fait que c'est la valorisation de ces initiatives locales, de ces actions auprès des acteurs locaux, ne doivent pas faire oublier l'importance des politiques publiques et donc l'importance de l'État. Mais je vous laisse peut-être réagir à ce que vous avez entendu. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain. Bonjour à toutes et toutes. Merci aux organisateurs pour l'invitation à participer à ce webinaire. Et puis, j'en profite évidemment pour saluer Syria et Raguet, les remercier pour leurs interventions passionnantes. On a envie de discuter et de débattre. Et avec effectivement ces deux interventions qui illustrent tout à fait nos propos, et puis je vais rebondir dessus. Syria et l'action locale à l'échelle de l'habitant, du collectif habitant, et Raguet qui nous explique comment on s'inspire de l'international, donc changement d'échelle, on passe du local à l'international, et comment on passe de l'adaptation de normes internationales à aux citoyens finalement, et comment cette adaptation se fait avec une chaîne comme ça d'adaptation qui arrive jusqu'aux citoyens. Je trouve que c'est un exemple parfait de ce à quoi on voudrait arriver. Alors c'est quoi le contexte de la France quand même, qui est un contexte extrêmement particulier, voire un cas particulier de ce que je peux voir à droite et à gauche, c'est la structure administrative de la France. Alors on peut parler de millefeuille de la France, ok, parlons de millefeuille, mais l'échelon national. Mais avant de parler de national, on devrait parler d'international et d'européen, puis l'échelon national, puis l'échelon régional, puis l'échelon départemental, puis l'échelon intercommunalité, puis l'échelon commune. Je m'arrête volontairement à l'échelon commune. On s'est dit que ce dispositif administratif lourd, qui a fait ses preuves aussi, mais lourd, que beaucoup de pays nous envient d'ailleurs, parce que c'est une façon de structurer aussi les politiques publiques et la mise en œuvre et les relais locaux, on a pu se dire que ce système administratif suffisait et convenait. Et qu'à partir de là, à partir du moment où on a un dispositif administratif, chacun avec des compétences bien définies, qui s'articulent à peu près, euh, il suffit, je mets des guillemets évidemment, il suffit d'avoir des politiques publiques pour que finalement tout ça, euh, comme on dit, dégouline, découle, enfin se décline et arrive jusque sur le territoire. Alors, peut-être que ça peut marcher quand un contexte, quand une situation internationale est favorable. Peut-être que quand le contexte national est bon, ça va. Peut-être que quand on est très riche, ça marche. Peut-être que quand il n'y a pas de problème, ça marche. Quand il y a des difficultés, c'est plus la même affaire. Pourquoi c'est plus la même affaire? Parce qu'on s'aperçoit que on part du national, de politique nationale, et qu'il y a tellement d'échelons avant d'arriver jusqu'aux citoyens que tout ça finalement perd de son sens. Et on arrive à quoi? À une totale incompréhension entre ce que ressent le citoyen et les politiques nationales. Et là, on arrive dans une espèce de et contradiction n'est même pas d'impuissance, j'ai envie de dire, et de contradiction de ce système d'articulation d'échelle. Alors, c'est quoi l'enjeu pour nous? Et c'est quoi mon enjeu à moi dans mes fonctions? C'est justement d'accompagner ces politiques publiques et faire en sorte que ces politiques publiques, elles puissent, étape après étape, arriver jusqu'à la plus petite échelle. Et est-ce que la plus petite échelle, c'est la commune? Comme je le disais, je vous ai dit que volontairement, je m'arrêtais à la commune. La réponse est non. La plus petite échelle, c'est le citoyen. Donc, il faut évidemment rajouter le citoyen et les collectifs citoyens dans cette chaîne décisionnelle qui n'est plus une chaîne descendante. Et je rebondis sur ce que Voilà. disait Syria. Je note un terme utilisé par Syria. Elle a parlé de contrecarrer les obstacles nationaux. Évidemment, moi, je suis fonctionnaire d'État, donc je réagis sur ce terme contrecarrer. On peut le prendre comme ça, contrecarré. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de le présenter. J'ai envie de dire que c'est une alimentation qui n'est pas naturelle, hein. Je dis pas que ça se fait facilement et naturellement. Mais pour moi, c'est pas qu'un contrecarré, c'est alimenter. Comment aujourd'hui on doit arriver à un système descendant et remontant de politiques publiques qui descendent des différentes échelles,
pour arriver jusqu'à ces collectifs citoyens, et comment ces collectifs citoyens, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur la loi énergie, et comment ces collectifs citoyens, et comment ils l'ont fait aussi dans la grande mobilisation citoyenne, etc. Enfin, il y a plusieurs exemples comme ça de remontées citoyennes, de remontées qui ont permis de faire évoluer les politiques nationales. Donc on est aujourd'hui, pour moi, dans une articulation d'échelle, et dans une articulation d'échelle que j'ai envie de dire essentielle, voire existentielle. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon sens, il ne peut pas y avoir, j'ai déjà utilisé cette expression qui n'est pas une surprise pour vous, Sylvain, il ne peut pas y avoir de global, de réflexion globale s'il n'y a pas de local, il ne peut pas y avoir de local sans le global. Autrement dit, je suis convaincu qu'il faut des politiques nationales, que ce sont les politiques nationales qui donnent la cohésion, qui essaie de donner une égalité, une homogénéité, qui essaie en tout cas de couvrir tous les territoires en donnant les mêmes chances à tous les territoires. Je pense qu'il faut ce global, mais il faut accompagner, il faut s'assurer que ça va jusqu'au local et que ça va jusqu'aux citoyens. Parce que ce global et toutes ces politiques nationales, et c'est le constat qu'on a fait, je le disais à quelques instants, si on n'est pas en mesure de faire en sorte que ça se mette en œuvre au niveau local, que ce soit approprié, compris, adapté au niveau local, eh bien tout ça ne sert à rien. Et ces politiques nationales ne servent à rien si on n'est pas en mesure de les mettre en œuvre localement. Et inversement, et je finis ici, ben, et inversement, cette action locale qu'on accompagne, et puis j'y reviendrai après, hein, cette action locale, si elle ne s'intègre pas dans une cohérence nationale, dans une vision de cohésion nationale, ma crainte, c'est qu'on arrive à des guéguerres de clochers, à des actions individuelles qui finalement ne tirent pas l'ensemble de territoire vers la transition écologique. Et je finis juste ce premier propos sur ce que disait Raguet, parce que finalement, le but de tout ça, c'est bien c'est de donner le sourire aux gens. Toutes ces politiques publiques, elles sont là pourquoi? Pour donner le sourire aux gens. Si tous les gens souriaient, bah, il y aurait peut-être moins de guerres Mhm. et de Mhm. violences sur Terre. Restons avec vous, Bruno Bessy, et on laissera bien, on invitera, j'inviterai Syria et Raguet à réagir à ce que vous venez de dire. J'ajoute quand même une question. Comment cette réflexion a-t-elle évolué chez vous dans le contexte de contraintes budgétaires? Que dites-vous à ceux qui considèrent que dans ce contexte-là, eh bien, les politiques publiques sont démunies? Seriez-vous tenté de dire que eh bien, ces contraintes offrent aussi des opportunités qui inclinent l'administration, l'État, le législateur à travailler plus étroitement dans ce top-down, bottom-up que vous écriviez, si on m'autorise à utiliser ces anglicismes dans le cadre d'un rendez-vous de l'urbanisme en francophonie? Voilà, Bruno Bessy. Extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, Sylvain, et je partage tout à fait. Je vais rester sur l'exemple de la France aujourd'hui, et je vais être un peu polémique. Et je vais parler des gilets jaunes. Et puis, c'est peut-être de l'actualité, parce qu'il se passe des choses en ce moment qui pourraient rappeler les gilets jaunes. On partage pas, c'est pas le sujet, c'est pas mes opinions qui comptent, en l'occurrence. Mais quand j'entendais ces élus il y a les citoyens, puis ces élus sur les ronds-points qui manifestaient, etc., qui disaient on a besoin de l'État, que fait l'État pour nous aider? J'avais envie de leur dire, parce que je l'ai pas fait évidemment, hein, j'avais envie de leur dire, mais l'État n'a plus les moyens, il n'y a plus l'argent. Et vous, collectivité, avec les compétences que vous avez et avec la force extraordinaire de vous citoyens, vous pouvez faire des choses. Je reprends les exemples de Syria, hein, avec ces collectifs citoyens. Aujourd'hui, avec la démarche écoquartier, c'est pas le sujet du jour, mais on accompagne des projets d'écoquartier, d'initiatives citoyennes. Ils font ça quasiment sans argent de l'État. Alors, ils ont un peu d'argent de l'État, un peu d'argent de la région, du département, de l'Europe, nanana. Bon, ils se mobilisent, c'est des budgets participatifs également, et ils arrivent à complètement transformer un territoire et vraiment engager un territoire vers la transition. Et je finis juste, Sylvain, en parlant de l'international, de ce que je vois aussi à l'international. Donc, on a parlé de la France et on pourra le développer. Et pardon, ce qui est intéressant avec la France, c'est qu'il y avait cette structure qu'on a décrite rapidement,
Le constat, c'est que finalement, cette structure n'arrive pas à faire, il n'y a plus l'argent pour, il n'y a plus une articulation aussi simple entre les différentes couches de ce millefeuille. Et on assiste à quoi? Une mobilisation citoyenne et une mobilisation des élus qui ont réussi, avec encore une fois peu de moyens, à complètement transformer des territoires. Des éco-villages ou des éco-bourgs en France, je pourrais vous en citer plusieurs, et ils ne sont pas allés frapper à la porte de l'État. Ils ont réussi avec la dynamique locale à créer de l'emploi local, à créer de la dynamique locale, à créer du mouvement local. Et si je compare avec quelques exemples que je peux avoir à l'international, et ben là, quand il n'y a pas ces structures locales, et ben les habitants se sont débrouillés sans l'État qui n'était pas là. Alors, Mm. ou petitement, ou sans moyens. Et c'est une autre forme d'équilibre qui se fait avec une grande force locale, une grande force citoyenne, une participation plus modeste de l'État, mais toujours cette envie d'avoir une articulation entre les différentes Hmm. échelles. Oui, oui. Merci Bruno Bessy. Écoutons ce que inspire à Syria et Raguet ce que vous venez de dire. Je me permets d'introduire des questions complémentaires à l'un et l'autre. À Raguet, je serais tenté de nous dire comment il réagit au vu de son expérience du millefeuille à la française, puisque comme il l'a dit, il a étudié en Auvergne et je crois savoir de bonnes sources que vous êtes même resté 7 ans en France. Donc vous avez une bonne connaissance du contexte français. Est-ce que vous pourriez nous dire eh bien, du rôle de l'État, de l'administration, jusqu'à y compris ses services déconcentrés dans l'élaboration des politiques publiques et en quoi ça a pu vous inspirer dans vos activités, vos responsabilités djiboutiennes? Mais commençons par Syria, à qui je glisse cette question complémentaire, c'est que il me semble que parmi les diverses parties prenantes que vous nous avez évoquées à propos des communautés énergétiques locales, vous n'avez pas évoqué comment ces services déconcentrés de l'État sont-ils des interlocuteurs pour ces communautés, pour faire remonter des attentes, des besoins, etc. Je vous laisse le soin de répondre et de réagir à tout ce que vous avez entendu dans la bouche de Bruno Bessy. Ben, je dirais que le tableau est ambivalent concernant les communautés énergétiques parce que d'un côté, quand je parlais de contrecarrer des obstacles nationaux, ça, en fait, c'était peut-être un peu fort, ça voulait dire déverrouiller les politiques nationales. Et donc, il faut faire sauter des verrous parce que le secteur de l'énergie est fortement centralisé et monopolistique et qu'une des batailles de ces communautés énergétiques, c'est par exemple de distribuer l'électricité dans le réseau. Donc, ERDF n'est pas un ami la plupart du temps, c'est très compliqué. Et de l'autre côté, il y a bien sûr des soutiens des politiques publiques. Par exemple, pour la Fondation d'énergie partagée, il y a eu le soutien du ministère de l'écologie, évidemment, de l'ADEME. Donc, il y a des alliés dans la maison de l'État qui permettent de mettre en place ces structures largement citoyennes, mais qui ne pourraient pas se faire sans le relais du ministre de l'écologie, en l'occurrence, c'était Delphine Bateau, ou de l'ADEME au niveau national. Et d'autre part, ces réseaux de communautés énergétiques reçoivent aussi des subventions régionales. Bon, la région, c'est effectivement, c'est pas l'essentiel, mais la subvention régionale importe tout de même dans ce paysage. Donc, il y a à la fois des actions de déverrouillage pour débloquer les politiques publiques, les forcer à évoluer, Rescope aussi, ce réseau européen, a pesé sur la directive européenne de 2018. Ça joue un rôle très important pour faire évoluer les directives européennes et à la fois des alliances avec effectivement des partenaires, parfois déconcentrés de l'État, régionaux, des collectivités locales, très, très clairement. Mhm. L'idée, c'est d'arriver effectivement à construire une culture coopérative, mais on ne peut pas le faire sans lutter contre des monopoles, des sectorisations, justement Mhm. des empêchements à coopérer. Mhm. Mm. Avant d'entendre Raguet, qu'il me soit permis de dire combien vous m'avez comblé, Syria Emelianov, à deux reprises, vous avez évoqué le mot alliance, vous avez parlé d'alliés puis d'alliance.
Et personnellement, en suivant l'actualité et des enjeux de la transition énergétique, je crois que c'est un enjeu. L'enjeu est de créer des alliances inédites entre des acteurs qui se regardaient jusqu'à présent en chien de faïence. Voilà, je ferme ma parenthèse et merci pour cette réaction. Repartons à Djibouti pour y retrouver Raguet, en vous laissant le soin de réagir à ce que vous souhaitez de ce que vous avez entendu. Très bien. Moi, je voudrais juste réagir sur un peu les interventions. Pour moi, la France, elle reste toujours une source d'inspiration parce que on a une richesse culturelle ici et on a une autre richesse qu'on retrouve là-bas, sa diversité, son histoire et ses connaissances, parce que c'est très important ça. Et pour moi, et je voudrais mettre un peu en lumière le souci du fait que à Djibouti, il y a un projet qui est vraiment spécifique à la France et dont l'Union européenne, en collaboration avec l'AFD, a mis en place. C'est le projet euh, pour les localités décentralisées. C'est-à-dire, il y a une enveloppe dans le cadre de la décentralisation avec, avec l'accompagnement d'Expertise France, il y a un projet qui s'intitule ADIL, appui, appui délocalisé aux initiatives locales. Et ça, c'est très important. C'est des enveloppes bien précises qui sont destinées aux localités pour mettre en place des projets qui les tiennent à cœur. C'est-à-dire, par exemple, des marchés, équiper des marchés en panneaux solaires, et répondre à des prérogatives de préservation de l'environnement, ça aussi c'est très important. Et en termes d'énergie, ce qui vient en premier lieu, c'est les énergies solaires, tellement qu'on dispose. Donc, équiper par exemple des écoles en panneaux solaires, pouvoir équiper des jeunes qui se déplacent dans nos villages reculés avec des sacs avec des panneaux solaires. Tout ça c'est fait à travers la priorisation des initiatives locales. Et c'est la jonction qui assure entre le local, le citoyen et l'État. C'est-à-dire l'État, elle a vraiment mis à disposition une enveloppe dédiée aux initiatives locales et surtout pour en termes d'énergie. Ça, c'est très important. Et tout ça, c'est avec le concours et l'expertise de l'AFD, l'AFD Expertise France. Et c'est ça qui est très important. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point qui est très important, c'est que il y a un changement des paradigmes. C'est-à-dire, au début, on passait de l'État aux citoyens. Et là, c'est beaucoup plus les citoyens vers le central. Et c'est là Mhm. où c'est très important et c'est là où on répond beaucoup plus aux attentes des gens. Mhm. Et pour préserver l'énergie, pour préserver l'environnement, je pense que s'il n'y a pas une montée et une bonne coordination, je pense que chaque projet ne sera pas voué à, à une réussite. Hmm. C'est ça que je pourrais dire. Vous m'inspirez une réflexion depuis finalement tous les trois d'ailleurs, c'est que on voit aussi l'enjeu, c'est qu'au-delà de la reconnaissance de la citoyenneté, c'est la reconnaissance de formes d'expertise, parce que ces citoyens comment, développent des expertises techniques, hein, n'étaient pas forcément au fait de l'usage de panneaux photovoltaïques pour s'en tenir à cet exemple et ils finissent par devenir experts d'une certaine façon. Donc voilà, je note ça au passage, vous pourrez réagir si vous le souhaitez, mais auparavant, j'aimerais revenir vers Bruno Bessy, parce que vous êtes presque excusé d'avoir évoqué les écoquartiers, mais je sais que bah, c'est un autre sujet qui vous tient à cœur, et vous pourriez nous en dire un mot, ne serait-ce que pour nous dire comment votre approche a évolué, parce que le risque avec ce concept a été de transposer des modèles un peu clés en main, indépendamment du contexte. On a évolué, et comment justement avez-vous veillé à encourager la conception in situ d'écoquartiers, quitte aussi à vous inspirer d'expériences étrangères? Voyez le sens de mon interrogation, Bruno Très Bessy? bien.
Oui, très bien. Merci Sylvain. Et Cyria pourrait également en dire un mot puisqu'elle Tout a à fait, participé à l'aventure au début des écoquartiers. tout Euh, à fait. Si je devais résumer la philosophie des écoquartiers, c'était quoi? C'était des collectivités qui disaient, on voit bien qu'il faut s'adapter au changement climatique, qu'il faut lutter contre le changement climatique. On voit bien, on entend bien des accords internationaux qui sont pris, des réglementations. On sait bien qu'il faut faire quelque chose, mais comment nous, élus, grandes villes ou de petites villes, comment nous on peut faire? Comment je peux mettre en œuvre tous ces engagements qui sont pris, diminuer les émissions de carbone, etc. Comment je peux faire, moi, à l'échelle de ma commune, pour mettre en œuvre euh, tous ces engagements qui ont été pris, ces exigences, ces objectifs, ces ambitions. Ça a été l'état d'esprit de la démarche écoquartier, et quand on a lancé cette démarche, on s'est appuyé sur tous les sachants, dont Syria, et puis des collectivités, et puis évidemment on était allé voir à l'international, on s'est inspiré de ce qui se faisait à l'international. Mais l'objectif a toujours été un objectif opérationnel, et on est arrivé comme ça à une structure, un référentiel, on va dire, qui peut être utilisé comme un guide pour toutes les collectivités, depuis les phases les plus amont, les premières idées, jusqu'à l'évaluation d'opérations. Mhm. Et pourquoi c'est une démarche qui fonctionne dans tous les territoires, grandes villes, petites villes, en Afrique, au Japon, en France? Pourquoi ça marche dans tous les territoires? Parce que ce référentiel finalement est très ouvert et il se décompose en questions. C'est-à-dire que on ne dit pas aux porteurs de projet, voilà ce que vous devez faire pour un écoquartier. On dit aux porteurs de projet, voilà les questions que vous devez vous poser, vous, si vous voulez faire un écoquartier. Et les réponses que vous allez apporter, vous, porteurs de projet, ben évidemment, elles vont dépendre de vos modes de vie, de votre contexte, de votre histoire, de votre culture, de votre richesse, des différents acteurs présents, des atouts de votre territoire, etc. Donc il n'y a pas de modèle d'écoquartier, ou alors on peut dire qu'il y a autant de modèles d'écoquartier qu'il y a d'écoquartiers en fait, puisque chacun invente son écoquartier. Le point commun étant de répondre à toute une série de questions que des chercheurs, des collectivités, etc., estiment un champ de questions que tous ces partenaires estiment comme couvrant l'ensemble des champs de l'aménagement durable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, des collectifs citoyens s'emparent de la démarche pour, je commençais à l'évoquer dans le premier tour, des collectifs citoyens s'emparent de la démarche pour changer leur îlot, changer leur petit bout de village, leur petit bout de territoire, et on commence à avoir de plus en plus d'exemples d'écoquartiers d'initiatives citoyennes. Hmm. Avant d'écouter bien évidemment Syria prolonger cette discussion, cette réflexion, j'annonce à Raguet, Abdi, mon souhait de clore notre discussion avec une présentation de cet îlot de fraîcheur qu'il nous a donné à voir juste avant l'ouverture de ce webinaire, ne serait-ce que pour rappeler à l'esprit de nos webinaires que bien évidemment, l'adaptation au changement climatique passe aussi par des aménagements. Voilà, je n'en dis pas plus, je réserverai, je maintiens le teasing, si je puis utiliser encore cet anglicisme. Mais auparavant, Syria, que voulez-vous ajouter à ce que vient de dire Bruno Bessy sur cette approche Oui. des écoquartiers? Oui, je peux effectivement témoigner du fait qu'il y a eu vraiment un changement de vision à l'approche écoquartier européenne, française, etc. Et comme c'était dit dans les premiers travaux sur l'urbanisme durable en 86, on est passé du fonctionnalisme au contextualisme. Donc il n'y a que du cas par cas. Et effectivement, la démarche française est bien raccord, on dit, dans le langage courant avec ça. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, et ça rejoint ce qui a été dit par Bruno sur le fait que on travaille nous sur du très local. Je ne suis pas d'accord. On travaille sur des voies alternatives de la transition parce que les politiques publiques ou l'écoquartier, ça ne couvre qu'une toute petite parcelle de la réalité. Alors, parfois, dans certaines villes africaines, il y a 90% d'habitat informel. Donc, les enjeux d'écohabitat et la nécessité de passer par des voies
beaucoup plus partant des habitants, beaucoup plus liée à l'organisation communautaire, c'est d'adresser la question de ceux qui habitent pas dans des écoquartiers neufs, mais de la ville existante, des quartiers informels, des bidonvilles en France qui sont autour de Paris ou de Nantes, des quartiers des gens du voyage, etc. Donc, les politiques publiques, elles sont très utiles à leur endroit, mais elles ne couvrent pas une grande partie des enjeux, pour moi, à l'échelle planétaire, qui sont des enjeux de villes informelles et qui nécessitent de trouver des voies de transition à 0 euro, basées sur des savoirs vernaculaires, largement capables de s'abstraire aussi des cadres coloniaux, parce que nous avons été colonisés au nord comme au sud par l'urbanisme moderne, par ses matériaux fossiles, par ses infrastructures, par des décisions très centralisées, des monopoles économiques, etc. Et donc, il y a un enjeu à reconnaître cet aménagement invisible porté par les Mm. habitants et très Mm. adapté à certaines situations sociales. Mm. Même dans nos contextes des Nords, beaucoup d'enjeux portent sur la ville existante et non pas sur la création des nouveaux quartiers. Et peut-être juste pour finir, pour faire le lien avec les savoirs verniculaires du Sud, parce que des Suds, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre ensemble à sortir de ces modèles hérités du colonialisme, au nord comme au sud. Et je pense par exemple là à un projet de recherche qu'on mène avec Rennes Métropole sur une prospective Rennes 100% terre crue. Alors on ne va pas construire à 100% terre crue les 40 000 nouveaux logements prévus d'ici 2050, mais l'idée c'est de travailler à une maximisation de la terre crue. Et sur les savoirs de l'habitat en terre crue, il y a beaucoup à apprendre des Suds, il y a beaucoup à apprendre de Mm. l'histoire, du pays Mm. rennais, etc. Et là, on a vraiment des modèles Mm. d'habitat écologique profondément Ouais. décarbonés qui peuvent dépasser ce qu'on a fait traditionnellement dans les politiques publiques, c'est-à-dire d'amender. Syria, si vous m'y autorisez, merci, merci pour cette ouverture. Un très bref droit de réponse, si je puis formuler les choses ainsi, pour Bruno Bessy. Oui, Et on reviendra à Djibouti pour clore notre échange avant d'en entendre la synthèse par Melchior Kadja. Mais Bruno Bessy, peut-être un droit de réponse. Tout petit, très court. Merci Sylvain. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'écoquartiers labellisés en extension ou quartier neuf. Maintenant, on ne travaille que dans le tissu existant. Également dans des pays comme le Mexique ou la Colombie, où il y a une mise en œuvre de la démarche écoquartier dans les quartiers historiques et quartiers existants ou quartiers paupérisés, quartiers en rue pour la France, donc en renouvellement urbain. Donc aujourd'hui, on est dans cette dimension et je partage tout à fait ce que tu dis, Syria. Hein, l'avenir, c'est de travailler sur les territoires existants et sur le tissu urbain existant. Allez, Raguet, faites-nous, donnez-nous à voir ce que vous nous avez montré tout à l'heure, ce que j'ai appelé un îlot de fraîcheur, mais qui est en fait, je vous laisse le soin de le dire. ah, Vous- Raguet, vous nous entendez? Ah voilà, j'ai- j'ai cassé mon effet. Oui, Raguet. et vraiment, vraiment, vous m'avez inspiré. Et moi, d'ailleurs, une des idées que je vais retenir, c'est les terres crues. Ça, c'est très important parce qu'on a une terre. Et moi, je voudrais savoir et vraiment profiter, et s'il le faut, je suis prêt à me déplacer sur la gestion des déchets, la gestion des Hmm, déchets hmm, et la transformation des hmm, déchets en énergie. Ça, c'est un défi chez nous qui est hmm, très, hmm, vraiment très important, très important. Et d'autre part, le projet de végétaliser la ville, ça c'est aussi très important. C'est pouvoir, euh, avec la trame rose, penser à mettre en place un jumelage ou un partenariat pour qu'on puisse replanter aussi à Djibouti parce on a un problème de déficit des plantes. Ça, c'est très important. C'est une terre qui est vraiment accueillante, c'est vrai, mais c'est sur une terre sur laquelle on voudrait vraiment, vraiment, comment dirais-je, vous accueillir. Et moi, voilà les dernières images que je voudrais vous offrir. merci. C'est, voilà, 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 c'est une oasis, c'est ça? voilà. Voilà Djibouti, un peu.
Et on a beaucoup d'arbres d'oasis. On a du bougainvillier, on a aussi euh, du vernis du Japon, on a aussi du ficus, on a aussi pas mal de d'oméga 3 sur l'intérieur. Voilà. Et ben sur ça, je vous dis, euh, Bon appétit. sur ça, je vous dis bon appétit et on est là à pouvoir travailler ensemble et encore plus, Volontiers. plus, plus. Ce n'est qu'un début pour moi Mhm. et je voudrais vraiment travailler avec l'ensemble des équipes de l'AIMF, l'ensemble des intervenants, l'ensemble de la trame et je suis vraiment très ouvert et vous êtes tous les bienvenus à Djibouti. Ça n'est qu'un commencement. Merci beaucoup, Raguet. Merci beaucoup, Seria. Merci beaucoup, Bruno. Et ce n'est pas fini puisque le moment est venu d'entendre ce que notre ami Melchior Kadja, urbaniste, doctorant, a retenu de tout ce que vous avez dit et échangé. Melchior Kadja. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Nous remercions d'abord tous les participants pour leur input. Excusez-moi l'anglicisme. Aujourd'hui, nous parlions de, du global au local, de la réconciliation entre les différentes échelles. Qu'est-ce qui a amené à penser à ce sujet-là? C'est que les villes aujourd'hui, face au global, doivent composer avec les réalités propres à leur territoire. Réconcilier les enjeux mondiaux, la dynamique locale implique en réalité de concevoir des stratégies multiscalaires capables d'articuler les objectifs internationaux avec des projets enracinés dans les spécificités locales. L'ambition est très claire, hein. Bâtir des territoires à la fois résilients, ancrés dans leur contexte et connectés aux réseaux internationaux, réseaux globaux. Dans cette démarche, il y a plusieurs approches qui apparaissent. Nous avons, en premier lieu, lors de ce webinaire, eu la présentation du poster Vivre la ville de 2050, se rencontrer, se déplacer en été sur la trame rose. Il s'agissait principalement de valoriser les continuités écologiques, culturelles, la convivialité, la fraîcheur et la continuité de mobilité. Il fallait, selon les différents étudiants ayant participé à ce webinaire, adapter les territoires de sorte à ce qu'elles restent toutefois adaptables et acceptables par tous. Pour discuter du thème qui était à l'ordre du jour, nous avions en premier lieu Madame Syria Emilianov, professeure d'aménagement et d'urbanisme à l'Université Rennes 2. Elle nous a fait une présentation qu'on peut qualifier en réalité du national au local. Les grandes idées, excusez-moi. En premier lieu, elle a fait connaître les communautés écologiques. Un exemple qui marquait, ou plutôt qui retenait l'attention, c'est la production d'énergie dont les ressources générées ont servi à financer d'autres projets sociaux qui ne se limitent pas cette fois-ci à l'énergie, mais qui partent parfois jusqu'au logement. Ça implique parfois des acteurs privés et des acteurs publics. La ville de Lorient a développé un outil pour développer les installations de centrales photovoltaïques avec des panneaux financés encore une fois par l'épargne communautaire. Et ici, il faut avoir la capacité de s'adapter aux réalités nationales. C'est ce qui ressortait en réalité de cette, de ce point spécifique. On a également parlé très brièvement des transformations d'un quartier en écoquartier à faible coût en se basant principalement sur la biodiversité, ce qui rejoint plus ou moins les différentes présentations, plutôt le dernier îlot de chaleur plus ou moins montré par notre camarade de Djibouti. Madame Syria a également souligné qu'il est important d'avoir des partenariats pertinents. Elle est revenue sur une expression qui m'a gardé particulièrement, c'est qu'il faut passer du fonctionnalisme au contextualisme. Et à la suite des présentations de Monsieur Bessis, il est ressorti que cela se fait déjà progressivement. Monsieur Raguet, vice-président du comité technique national chargé de l'énergie, de l'électronique, de l'électrotechnique et des énergies renouvelables,
à l'Agence djiboutienne des normes, nous a fait une présentation qu'on peut qualifier de l'international à l'échelle nationale. Nous avons parlé de comment est-ce qu'il fallait articuler les normes pour les faire fonctionner à l'échelle nationale. Il expliquait que déjà, en matière d'énergie, on est parti sur une base des potentialités du territoire, à savoir l'ensoleillement, et en même temps des contraintes du territoire, l'ensablement, pour définir les normes qu'il fallait appliquer aux différents panneaux solaires qui rentraient sur le territoire, comment est-ce qu'il fallait les utiliser. La participation citoyenne est très importante à Djibouti parce que elle permet, pas seulement à Djibouti, mais dans le cas spécifique présenté par M. Daguet, la participation permet le développement des solutions et l'identification même à la base des besoins dans le cadre de l'adaptation des différentes normes qui sont retenues à terme. Il est revenu sur le fait qu'il y a une nécessité aujourd'hui de coordination permanente et performante surtout pour arriver à atteindre les objectifs fixés donc par le développement de ces normes à l'échelle nationale. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir sur Djibouti? C'est que Djibouti développe une transition énergétique qui est basée sur l'adaptation des normes, sur la valorisation des potentialités naturelles et surtout sur le développement du capital humain local. Monsieur Bruno Bessis, conseiller ville durable et international, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère du Territoire, Écologie, Logement. En France, il faut le spécifier, souligne l'importance des politiques publiques et aussi les difficultés rencontrées par les dispositifs administratifs mis en place au départ. Aujourd'hui, l'on constate une impuissance du système d'articulation des échelles et il souligne qu'il faut faire en sorte que les politiques publiques puisse se passer dans un processus d'entonnoir, c'est-à-dire quitter l'échelle internationale et descendre à la plus petite échelle. Cette petite échelle est le citoyen selon lui et à la suite de cela s'inscrit dans une vision de cohésion nationale. Cela est très important. On est revenu sur l'exemple des écoquartiers où il faut retenir en réalité que l'on met en place des questions à se poser et non des solutions préalablement définies. Cela permet à chaque territoire de se baser donc sur ses potentialités, sur ses réalités et développer ses solutions propres. Et en dernier lieu, nous soulignons l'importance donc de travailler sur des tissus urbains existants dans le cadre de développement de projets d'éco-quartier. En conclusion, en une phrase, il faut retenir que face aux différents défis globaux, donc les professionnels, les décideurs sont appelés à adapter leurs approches, leurs normes également, aux réalités de l'échelle locale, tout en tenant compte des défis globaux initialement évoqués, sans oublier bien sûr le développement donc du capital humain. Je vous remercie. Merci, Maître Kadja. Sans plus tarder, je laisse la parole à Adama pour que nous, comme on dise, le mot de la fin et nous donne éventuellement un autre rendez-vous. Merci beaucoup à vous tous et merci à toi Melchior pour cette synthèse qui est toujours très juste et qui rappelle les enjeux et l'importance d'articuler les échelles locales et globales. Donc tu as rappelé l'exemple concret que nous ont fait part nos panélistes, à savoir les écoquartiers ou encore les communautés énergétiques. Je retiens pour ma part qu'il n'y a pas de global sans local et de local sans global. Et donc je renouvelle mes remerciements à Madame Syria Emilianov, Monsieur Raguet Abdiragé et Monsieur Bruno Bessi. Et enfin, je vous remercie tous et toutes pour votre participation et pour votre fidélité. De nous rejoindre sur les groupes Urbanisme en francophonie sur Facebook et LinkedIn. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle saison de webinaire. Je vous communiquerai la date très prochainement. Merci beaucoup à tous et bonne Merci. journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à Merci à bientôt. tous, à bientôt. Au Merci à revoir. tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.